Bonjour les amis, je suis tellement content une fois de vous retrouver encore ce soir au travers de ce nouveau numéro sur votre chaîne Leçons du Savoir. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous sommes en train de parler. C'est un sujet où j'essaie de comparer deux peuples. J'essaie de comparer le peuple, les Sud-Africains, et je les compare aux Congolais. Vous allez dire, mais pourquoi tu compares les Sud-Africains aux Congolais? Oui, mais je dois comparer parce que, vous savez, dans la vie, chaque famille a toujours des problèmes. Chaque peuple a toujours des problèmes. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a une famille qui est à l'abri de problèmes. Toutes les familles que vous voyez, toutes les familles, tout le monde que vous voyez, même les familles les plus chrétiennes que ce soit, ils ont toujours des problèmes à l'interne. Maintenant, demandez-vous, pourquoi d'autres familles, d'autres peuples paraissent très forts par rapport aux autres? C'est tout simplement parce que pour certains peuples, ils règlent leurs problèmes à l'interne. Et pour d'autres, ils sont sur la place publique. Ils règlent leurs problèmes. Parfois, ils se réfèrent même, ils disent, oh, nous croyons que telle famille, elle est la meilleure. C'est une famille qui vit en paix. Et nous ne vivons pas en paix. Non, toutes les familles ont des problèmes. Les amis ont des problèmes entre eux. Les églises ont des problèmes. Chaque communauté, donc chaque groupe a des problèmes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme vous le savez, nous avons assisté à un désastre. Le président de la République du Rwanda, qui s'est totalement acharné sur le président de la République démocratique du Congo. Il a parlé beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, que ça soit vrai ou pas, parce que chaque personne a toujours une histoire. Chaque personne a toujours une histoire. S'il y a une personne qui n'a pas d'histoire, à moins qu'il soit tombé du ciel, mais toute personne a une histoire. Bonne ou mauvaise, elle reste une histoire. Moi, j'ai la mienne. Ceux qui me connaissent que j'ai mon histoire. Alors, pourquoi j'évoque cette question? C'est parce que le président Kagame, le président rwandais, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant que chef de l'État, il s'est acharné longuement, largement sur le président de la République démocratique du Congo, les traitant de tous les mots. Quand j'ai écouté ces dires, personnellement, je n'ai pas été content. Malgré nous pouvons regretter certaines erreurs qui ont été commises de pouvoir approcher telle ou telle personne, mais c'est toujours bien d'approcher les gens et peut-être plus tard, voir comment les gens vont se comporter d'une manière ou d'une autre, en tirer des conséquences. C'est ça la vie. La vie, elle est pleine de ces genres de situations. Alors, après qu'il se soit acharné, mais la force était de constater qu'il y a eu des Congolais qui ont pris position, qui se sont lancés dans les mêmes jeux. Alors qu'il fallait se faire bloc derrière le président de la République du Congo parce qu'il représente l'État. Vous savez, mesdames et messieurs, quand vous élisez un président de la République ou vous élisez n'importe quel dirigeant dans une société, qu'il soit élu selon les règles. Alors, dès lors qu'il prête serment, il représente les pays. Tous les actes qu'il posera vont, de ce fait, représenter le pays. Qu'il soit élu, parce que déjà, s'il est élu à 51%, et c'est-à-dire que même ceux-là qui ne l'ont pas élu doivent le soutenir. Il doit y avoir peut-être l'opposition va toujours continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez récemment, le président Kagame, il y a 2 mois ou 1 mois et demi, il s'était acharné sur le président sud-africain, le président Cyril Ramaphosa. J'ai vu les Sud-Africains se ranger derrière leur leader. Même Julius Malema, qui est considéré comme l'opposant le plus farouche et le plus radical de l'Afrique du Sud, a pris position pour défendre le président sud-africain. Alors, lorsque le président Trump a pris encore des décisions condamnant l'Afrique du Sud d'une manière injuste où il n'a pas eu peut-être à voir pourquoi, parce que chaque pays est souverain de pouvoir ériger les lois de son pays, de les appliquer.
C'est la souveraineté d'un pays. Vous n'allez pas demander que les lois des États-Unis soient les mêmes avec les lois du Canada ou de l'Afrique du Sud ou du Botswana. Non, chaque pays a ses lois. Alors, quand le président Trump a pris des décisions qualifiant le gouvernement sud-africain de ceci et de cela, les Sud-Africains se sont encore levés pour défendre leur pays avec dignité. C'est comme ça qu'un peuple se devait être. République démocratique du Congo, oui, certes, les dirigeants ont une part très importante des responsabilités dans ce qui se passe. Mais c'est pas pour autant qu'ils devraient être bombardés sur la place publique. Et de cette manière-là. Alors, l'objectif, quand vous voyez quelqu'un venir au milieu de vous en injectant quelque chose, il a un objectif, même dans la famille. Que ça peut être un ami, ça peut être qui. Il vient, il dit non, mais ton frère a dit ceci, ton frère a fait cela. Il a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous puissiez vous séparer. Et quand vous vous séparez, l'ennemi entre et il va vous squeeze, il va vous coincer. Moi, je sais certainement que le président Kagame, en faisant toutes ces allégations, il a une cible. Il sait que si je fais ces allégations, je vais trouver des gens au Congo qui vont me suivre, qui vont suivre mon pas de danse et nous allons partir par là. En tout cas, je vais me répéter que je ne dédouane pas le gouvernement, non. Chacun a une histoire. Il y a un président de la République, peu importe la manière dont il a accédé à la magistrature suprême, que ce soit au premier ou au deuxième mandat, il reste le président de la République de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui fait tuer des gens à l'est du Congo, des millions de Congolais, se lever un jour pour nous faire la morale. Non. Il n'y a pas de morale à nous donner. En tant que peuple congolais, là je parle en tant que peuple congolais. Il faut se tenir, s'élever. Et si l'Afrique, le jour que l'Afrique arrivera au point de s'élever à un homme pour défendre les intérêts communs des Africains, où vous allez voir que les choses vont changer. Les Congolais devraient s'élever, soutenir leur président. Vous ne pouvez pas entrer dans ces... Parce que c'est comme ça. Quand vous suivez les narratifs rwandais sur la guerre de l'Est, ils donnent l'impression qu'ils ont toujours raison. Et c'est ce qu'ils racontent partout. Et tous nous savons que c'est du mensonge. Nous ne devons rien aux autres, mais eux nous doivent. Alors, dans ce temps, nous avons besoin des leaders responsables, des leaders visionnaires, qui pouvaient voir toutes ces choses arriver et qui pouvaient défendre le pays. Et je crois qu'il y en aura un jour. Alors, je voudrais tout simplement dire que les Congolais devraient s'élever d'un seul homme pour défendre le président de leur pays face au président Kagame. Comme les Sud-Africains l'ont fait il y a 2 mois, lorsque le président Kagame a essayé de parler ainsi. Alors, c'est comme ça que ça devrait être. Je vois les Américains se mettre ensemble, défendre le président Trump. Moi, d'abord, qui vous dis, personnellement, je vous dis, je ne suis pas 100% d'accord avec le président Trump. Et je ne serai jamais 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il a dites, qu'il a faites, que j'apprécie, et il y a d'autres choses que je n'apprécie pas. Pour autant, je ne peux pas, et je ne trouverai personne avec qui je serai 100% d'accord. Il n'y en existera jamais. Vous ne serez jamais 100% d'accord avec une personne. Ça, il faut le connaître dans chaque relation que vous entreprenez avec quelqu'un. Mettez-vous dans l'esprit que vous ne serez jamais 100% d'accord avec la personne avec qui vous dealez. Il y aura toujours... Mais maintenant, il faut savoir à quel niveau gérer ces genres de divergences. Avec quelle sagesse. Déjà avec ce que le président Kagame a parlé, tout ce qu'il a dit, non, ça présage juste qu'il est en train de perdre. Il est en train de perdre. Parce qu'avec toute la pression qui sur ça et là, au niveau international, tout ça, c'est qui est vraiment sûr qu'il est en train de perdre. Maintenant, la question, c'est que du côté congolais, nous devons nous rassurer. Vous devez vous rassurer que vous n'allez pas concéder grand, que vous allez protéger les intérêts du pays. Alors là, j'entre dans le deuxième point qui parle
des prochaines négociations du 18 mars, qui ont lié le 18 mars au niveau de l'Angola, entre la délégation congolaise et la délégation du M23. Bon, il y a d'autres qui disent que c'était bien, ce n'était pas bien, mais j'ai suivi certains leaders. Ils ont toujours dit qu'il faut qu'il y ait une négociation au lieu qu'il y ait une guerre. Vous avez vu récemment le président Zelensky. Le président Zelensky, récemment, il a eu un chambardement avec le président Trump à la Maison-Blanche. Cela a indigné les uns et ça n'a pas indigné les autres. Après, il a écrit une lettre au président Trump. Ils se sont retrouvés hier en Arabie Saoudite. Ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils sont d'accord pour... ils ont accepté les plans, le schéma de paix qu'a présenté le gouvernement américain. Et le gouvernement américain, l'administration Trump qui avait suspendu l'aide militaire, a de ce fait, ipso facto, rétabli l'aide militaire à l'Ukraine. Donc vous voyez que dans la politique, dans les intérêts entre les États, ce n'est pas constant. C'est flexible par rapport aux intérêts. Alors, de même que le gouvernement congolais, sur base des conseils qui ont été donnés par beaucoup, parce que tout le monde prône que les dialogues. Alors, si le gouvernement congolais s'est dit aujourd'hui, nous allons nous rencontrer en Angola pour parler avec le M23, je pense qu'il serait mieux parce que vous avez suivi il y a quelques mois le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui conseillait toujours, qui conseillait qu'il faut aller dans le sens des négociations. C'était avant que la ville de Bukavu ne puisse tomber. Chers amis, vous savez, aujourd'hui, certaines personnes peuvent rester sur leur point disant qu'il n'y ait pas négociation, qu'il n'y ait pas ceci. Mais au même moment, vous devez aussi vous rappeler qu'il y a des gens qui subissent à l'Est. Vous ne vivez pas. Parfois, vous êtes devant votre télé, devant votre iPhone, votre Android. Vous êtes dans un bureau climatisé. Mais vous ne savez pas ce que les autres vivent. Les images qui nous viennent de Bukavu et de Goma tous les jours, c'est l'enfer. Et ceux qui vivent là, ce sont nos frères et sœurs congolais. Alors, si la solution, c'est aller vers la table, parler, négocier, pour mettre fin à cette guerre, je pense que ça sera meilleur. Parce que même ceux qui se battent, les Nanga et les autres, n'ont pas besoin d'arriver à Kinshasa. Même pour qu'ils arrivent à Kinshasa, ils doivent faire des dépenses tellement colossales. La guerre, c'est pas de la blague. Et le gouvernement congolais aussi a besoin de faire les mêmes dépenses. Moi, je pense que le président de la République, s'il est sage, il peut amener tout le monde à la table, parler avec eux, il peut les affaiblir à partir de l'interne. Il ne peut pas tout concéder. Le président de la République n'a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui dans un pays. Il peut même vous nommer président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais vous n'aurez pas de pouvoir. Ce qu'il faut éviter, c'est d'intégrer, c'est de faire une armée hybride. Parce que ce que paye la République démocratique du Congo, c'est à cause de cette politique qui a été faite pendant des années de brassage, de mixage. Quand quelqu'un a déjà pris les armes contre son pays, il ne peut pas être loyal. Normalement, il ne peut même pas jouir de ses droits politiques et civils dans ces pays-là. Quelqu'un comme Thomas Lubanga, qui a fait quelques années à la Cour pénale, il rentre au pays, le président, par certaines erreurs, l'autorise à aller négocier avec les gens de l'Est, il se retrouve là, il fait une magouille comme quoi on l'a arrêté. Aujourd'hui, l'armée vient de dénoncer qu'il est en train de créer une rébellion soutenue par Kampala, qui est aussi allié du gouvernement congolais. Donc ce sont des pions qu'on utilise l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, et vous allez comme ça. Alors pour ce faire, moi je pense qu'il faut faire comme ça a été fait il y a plus de 20 ans. Vous allez à la table, les gens rejoignent d'une manière politique. Après, ils seront sanctionnés par le peuple. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que pendant ces temps, qu'il y a un semblant de cohésion nationale, qu'il y a un semblant de dialogue, il faut organiser l'armée. Il faut réduire les dépenses des institutions comme la présidence de la République, le Sénat, le gouvernement, toutes ces institutions qui bouffent tellement trop, il faut réduire ça. Il faut augmenter les budgets militaires, il faut augmenter les salaires des militaires. Il faut aussi revoir les conditions de recrutement dans l'armée.
il faut aussi envoyer beaucoup de militaires à la retraite. Il faut réorganiser le pays en l'interne. Créer un sens du patriotisme. Et ce sens du patriotisme ne peut être créé que quand il y a la justice distributive parmi le peuple. Un enseignant se retrouve, un policier se retrouve, l'armée se retrouve. Alors si chaque personne peut se retrouver sur base de ce qu'il opère, les commerçants se retrouvent, créer des infrastructures, faciliter la communication entre les peuples de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Les gens peuvent rester là où ils restent, ils font leurs champs, ils font tout, mais ils se retrouvent. Ils n'ont pas besoin d'aller habiter en ville. Faire la justice distributive. Ce n'est pas là où peut-être les gens, vous trouvez par exemple, tout le monde sait que dans certains pays, comme au Congo par exemple, quand vous êtes politicien, vous avez l'argent, vous pouvez vous taper une parcelle, vous pouvez vous taper des voitures, donc votre vie change dès que vous êtes politicien, non? Alors c'est ça le nœud du problème. Mais avant qu'on en arrive, parce que ce sont des projets à long terme, il faudra d'abord que les gens se mettent ensemble. Donc nous croyons que le 18 mars, ils peuvent se mettre ensemble. Nous prions que le gouvernement congolais puisse dévoiler, que le peuple soit au courant de ce qui sera signé en termes de feuilles de route. Qu'est-ce qui sera signé? Est-ce que ça rencontre la proposition du peuple? Que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Comme les Japonais vont se mettre à la table avec les Américains, les Ukrainiens iront à la table avec les Russes, les Français et les Allemands se sont mis à la table. Chaque peuple devrait se mettre à la table. D'ailleurs, c'est ce qui a été conseillé par le chairman de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, le président João Lourenço, que le président Tshisekedi est allé voir récemment en Angola, je crois cette semaine ou la semaine passée. Il a toujours conseillé, il a dit chez nous, nous sommes arrivés à... Parce qu'il faut toujours qu'à un certain moment, les armes se taisent. Mais il faut aussi qu'il y ait la justice. Éviter de faire vivre aux gens des émotions des réseaux sociaux, une justice, des choses. Non, il faut éviter ça. Les hommes d'État doivent être sérieux. Éviter ça. Essayez de créer une véritable justice. Parce que si les gens se sentent lésés, ça créera toujours des problèmes aujourd'hui ou plus tard. Aucun pays ne peut exister s'il n'a pas une armée forte. L'armée forte, les institutions fortes vont certainement changer de pays. Et là, nous passons maintenant au troisième point qui parle de certaines réactions internationales. Alors, comme la pression continue, je vais vous faire vivre un tout petit peu la réaction au niveau du Parlement français, où il y a eu une réaction musclée face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a eu une réaction musclée au niveau du Parlement français. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez voir qu'il y a toujours au niveau international certaines réactions qui peuvent faire en sorte que vous puissiez tous... Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang.
Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an? Merci, chers amis. Vous avez écouté très bien. Vous avez écouté comment cette députée proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader du Front National, s'est exprimée au Parlement français, demandant qu'il y ait des sanctions, demandant qu'il y ait exactement des actions qui sont pas toujours des paroles. Parce que la France, oui, effectivement, la France a toujours condamné, la France condamne, la France s'inquiète, la France condamne. Et au finish, il n'y a rien. Il y a quand même des sanctions. D'ailleurs, si vous pouvez voir déjà la réaction du président Kagame, que j'ai eu à parler au début de cette émission, la cause de ces réactions, ce sont toutes ces pressions internationales des sanctions, parce que les pays comme la Belgique, l'Allemagne, qui ont déjà suspendu certaines aides qu'ils ont envoyées au Rwanda, cela a directement eu de l'impact sur la population, parce que vous savez, le Rwanda, presque à 70 ou plus 80% vit des aides internationales. Alors, pensez-vous que si la France prenait aussi des décisions allant dans ce sens, cela pourrait encore squeeze, donc coincer de plus le Rwanda. Alors, quand vous pouvez déjà voir toutes ces réactions, ça veut tout simplement dire que quelque chose ne va pas, il y a déjà une perte qui est en train de venir, de temps en temps. Vous savez, quand on vous fait des sanctions, c'est pas de la blague, ces sanctions-là. Depuis que ce conflit a commencé, je vous prie, chers amis, de pouvoir écouter la réaction du ministre français. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la RDC, dans les Nord Kivu et Sud Kivu, est inacceptable. Elle viole le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, et elle a des conséquences humanitaires dramatiques dans une région qui compte désormais près de 7 millions de déplacés. Elle porte enfin atteinte à la stabilité de l'ensemble de la région. La position de la France est ferme. Nous condamnons l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne. Comme vous avez écouté, mesdames et messieurs, comme vous avez écouté, c'est toujours le même narratif. La France condamne, la France fait, la France condamne, la France fait. Alors, ce n'est pas tellement important. Je crois que vous avez écouté ce qui s'est passé. Alors, pour maintenant, nous voulons tout simplement dire, c'est quand même assez. C'est quand même assez. Il fallait pas que ces choses continuent. Il fallait pas que ces choses continuent. La France devait tout de même prendre ses responsabilités et puis pour voir dans quelle mesure du possible ils peuvent prendre des décisions.
En tout cas, c'était ce que nous avons quand même pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre soutien à cette émission, Leçons du savoir. Je crois que vous avez été nombreux à demander que nous puissions amener quelque chose en termes d'analyse sur les événements, sur l'actualité. Donc, nous essayons de décrypter l'actualité, qu'elle soit nationale ou internationale. Nous allons la décrypter et nous allons la faire de la manière la plus professionnelle, essayant de toucher aux sensations des uns et des autres, respectant la liberté d'expression des uns et des autres. C'est cela notre doctrine. Alors, je vous demanderai, mesdames et messieurs, pour que vous ne puissiez pas manquer des prochaines vidéos que nous allons pouvoir poster, abonnez-vous à notre chaîne Leçons du savoir, partagez nos images, aimez notre vidéo, nos vidéos en général, envoyez vos commentaires et dites-nous comment nous pouvons faire pour vous servir. Pour maintenant, je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue à notre chaîne Leçons du savoir et nous nous retrouvons à la prochaine.